Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal à la une. Ce soir, les conséquences des fortes pluies, vous le verrez, des tonnes de terre se sont abattues sur la route menant à Grand-Rivière. Les équipes de la CTM, rapidement arrivées sur place, ont pu rétablir la circulation. Il sera question de justice. La Cour d'appel de Fort-de-France rendra sa décision le 19 décembre prochain sur le procès opposant le MIR à l'État français. L'association, je vous le rappelle, réclame réparation pour le crime de l'esclavage. Une audience s'est tenue aujourd'hui. Un conflit qui dure, le lycée agricole de Trois-Rivailles, toujours bloqué par le comité de soutien du directeur qui refuse la mutation du chef de l'établissement. Nous sommes allés ce matin sur le piquet de grève et puis le pèlerinage de Saint-Michel au François, temps fort de la chrétienté cette année, moins d'affluence selon les commerçants de la commune. Vous entendrez leur réaction. Voilà donc pour les titres. Très tôt ce matin, les équipes de la CTM étaient à pied d'œuvre pour déblayer la route qui mène à Grand-Rivière, en partie ensevelie par un éboulis, conséquence des fortes pluies qui se sont abattues la nuit dernière. Pour les habitants, c'est devenu une habitude. À chaque épisode de mauvais temps, la terre s'étale sur la seule voie d'accès de la commune et parfois à proximité des habitations. On voit cela avec Loïc Régis et Michel François. Un mur totalement détruit par la force de la boue. Une grande frayeur pour cette famille. Hier soir, alors qu'une pluie intense s'abat sur la Martinique, une partie de la falaise qui surplombe l'habitation s'affaisse sur la chaussée. La coulée finira sa course dans le garage du domicile. J'ai eu très peur. Mon époux ne voulait pas partir, mais moi je sais que mes parents ont déjà subi plusieurs éboulements. Ce n'est pas la première fois. Et plus ça va, plus c'est dangereux. La falaise, comme vous voyez en haut, regardez, les arbres sont pratiquement déracinés. Donc il faut qu'ils fassent le nécessaire, quoi. Tout le monde le sait, mais bon, rien ne bouge. Moi je suis à bout. Sans hésiter, les amis retroussent leurs manches. Ils sont les premiers à nettoyer le site. Il m'a appelé, il était 5 heures. Il m'a dit qu'il y a un éboulement qui a envahi la maison. Je me suis présenté ici à 5h30, 6h moins le quart. Et puis depuis 6h moins le quart, nous sommes là en train de travailler. Bon, vous voyez, on a fait une bonne partie, mais on ne fait que commencer. Ça s'appelle la solidarité riveraine. Durant plusieurs heures, la commune de Grand-Rivière s'est retrouvée isolée du reste de la Martinique. Une situation qui se répète. Certains riverains ne semblent pas inquiets pour autant, philosophes avant tout. Ça inquiète, oui ou non, puisqu'on a l'habitude. Il y a une solidarité. Hein. Et on a l'habitude, et puis on est solidaire à Grand-Rivière. Ouais. Depuis que nous boire manger, il bon. Nous avons des poissons là, nous avons tout nous, il bon. Pour le maire de la commune, la période cyclonique est synonyme d'inquiétude. Avec son contexte géographique, la petite ville du Nord est vulnérable. Je l'ai déjà dit au président de la CTM, j'ai déjà dit aux techniciens, il faut refaire la route. Quand Rivière Bankouba, il faut la reprendre, il faut la revoir, il faut la remettre aux normes. Parce que là, on n'est pas aux normes et on risque d'avoir des problèmes à tout moment. Il pleut là, dans 2 heures, si la pluie continue à tomber pendant 2 heures, on sera encore bloqué. La zone est dite prioritaire selon les services de la CTM. Seul un chantier d'envergure pourrait résoudre ce problème récurrent. Pour le moment, aucune décision n'est prise, mais les études de projet devraient bientôt démarrer, nous dit-on. En attendant des études fines et qui ensuite vont permettre de lancer des marchés de travaux donc avec un certain décalage, il y a tout ce que nous faisons en termes de maintenance, donc sur les filets des façades, des falaises, les entretiens que nous faisons sur toute la voie tout le long, pour pouvoir maintenir le réseau dans de meilleures conditions et assurer l'écoulement des eaux pluviales. En cette période cyclonique, les équipes de la collectivité territoriale sont fortement mobilisées dans le nord. La route menant à Grand-Rivière s'est retrouvée 2 fois bloquée à cause des éboulements en seulement 10 jours. Cette nouvelle disparition inquiétante, celle d'une personne âgée. Il s'appelle Guy Maximin, 77 ans, il mesure 1,75 m, introuvable depuis hier, vu pour la dernière fois à Rivière-Salée. Ce soir, la gendarmerie lance un appel à témoins. Si vous avez des éléments permettant de le retrouver, contactez la brigade de Rivière-Salée au 05 96 68 79 48. Et puis on est toujours sans nouvelles de Marie-Augustin, disparue depuis vendredi dernier près du stand de tir de Balata. Âgée de 81 ans, elle est activement recherchée par sa famille. C'est le commissariat de Fort-de-France qui est chargé de l'enquête. Pour tout renseignement, contactez les forces de l'ordre au 05 96 59 40 40.
Justice avec le procès en appel du mouvement international des réparations contre l'État français. L'association demande réparation pour le crime de l'esclavage. Débouté en première instance, le délibéré de cette nouvelle journée d'audience sera rendu le 19 décembre prochain. On écoute Garcin Malsa, président du MIR Martinique. Il est très optimiste. Il est très optimiste. On l'écoute au micro de José Le Chartier. Une fois de plus, du côté de l'État, l'avocat a réagi à ce que nous avons dit, et c'est tout à fait normal pour dire que oui, l'État reconnaît qu'il y a un crime contre l'humanité, l'État même reconnaît qu'il y a une réparation mémorielle qui a commencé, une réparation morale, l'État même dit que c'est possible de faire une réparation d'ordre culturel, d'ordre même de l'ordre financier, et de l'ordre foncier plutôt, mais il n'est pas question d'avoir de réparation pécuniaire. L'avocat évoque des textes de droit, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais nos juristes s'appuient à la fois sur la loi Taubira et sur effectivement des textes de droit, et c'est là la contradiction entre effectivement l'avocat de l'État et nos juristes, pour dire qu'effectivement, eh bien, nous avons raison de fond en comble, puisqu'il y a d'autres crimes contre l'humanité qui ont été réparés. Il faut que le crime contre l'humanité que représente l'esclavage et la traite négrière soit réparé. L'actualité sociale à présent avec ce conflit qui dure au lycée agricole de Croix-Rivaille, toujours bloqué par le comité de soutien du directeur qui refuse la mutation du chef de l'établissement. Nous sommes allés ce matin sur le piquet de grève. Reportage avec ce reportage de Sandrine Claude. Fidèle au poste depuis le 28 août dernier, personnel enseignant et administratif se serrent les coudes plus que jamais pour obtenir gain de cause, à savoir la réaffectation de Philippe Aurore. Un combat qui dure depuis un mois maintenant, trop longtemps pour Kéran et sa maman qui espèrent une reprise des cours dans les plus brefs délais. Il y aura le programme à rattraper, tout ça, donc est-ce qu'on aura le temps? Donc voilà, je me pose plein de questions. Après, tout ce que j'espère, c'est que le lycée rouvre ses portes. Et voilà. Je comprends le sens de cette mobilisation. Oui, je comprends, mais quand même, il ne faut pas nous priver de l'enseignement, tout ça. Donc, on a besoin d'entrer à l'école, on a besoin d'apprendre. Donc, à un moment, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu, entre guillemets, saoulant, quoi, de rester chez soi, même si on fait quelques révisions quelquefois, mais voilà. Je suis un peu inquiète parce que déjà, il y aura le bac de français l'année prochaine, si Dieu le veut. Ça m'embête un peu, mais en même temps, je comprends les professeurs, je les comprends. Vous êtes solidaire de ce mouvement-là? Oui, je les comprends. S'il faut se mobiliser avec eux, vous êtes prête à vous mobiliser avec eux pour la cause de M. Aurore? Oh, oui, je suis prête. Du côté du personnel, les enseignants notamment sont conscients du retard accumulé sur le programme scolaire depuis le 4 septembre, date à laquelle les 230 élèves auraient dû effectuer leur rentrée. C'est clair qu'on est un petit peu révolté de la situation dans laquelle nous sommes parce que moi j'estime qu'on prend en otage nos enfants, les élèves, et c'est le corps enseignant encore qui va en pâtir de ça. Mais on est déterminé pour avoir les résultats, mais on sait très bien que en cours d'année, les élèves, les heures qu'ils ont perdues, on va faire de telle sorte qu'ils les récupèrent. Donc j'entends des collègues qui sont déjà d'accord sur le fait que pendant les petites vacances scolaires, peut-être qu'il y aura des heures de cours, surtout pour les élèves qui vont à l'examen. Mais le combat continue dans l'intérêt de tous, affirment les grévistes. Même si le tribunal administratif a débouté M. Aurore sur la forme hier, il reste encore une étape, c'est sur le fond. Donc ça peut prendre du temps. Si on attend le résultat définitif du tribunal administratif, on peut être là jusqu'en décembre. On ne peut pas prendre nos élèves en otage à ce stade. D'autant plus que c'est depuis le 12 juillet qu'on alerte le ministère sur ce blocage qui risque de se faire pour la rentrée. L'arrêté de mutation de M. Aurore, c'est celui d'une prise de poste de chargé de mission
à la Guadeloupe, à la DAF de la Guadeloupe. Nous avons demandé que cet arrêté-là soit suspendu et que M. Ouor soit maintenu en poste au moins jusqu'à ce que la décision du tribunal, celle de la décision du fond du tribunal, soit arrêtée. Maintenant, la préfecture n'a pas donné suite à cette décision. Donc aujourd'hui, nous avons une décision du tribunal sur la forme, mais pas sur le fond, puisque le recours se poursuit. Une rentrée qui n'est pas faite, donc nous demandons à nouveau que suite à la résolution que nous avions prise avec tous les partis, que la rentrée puisse se faire. Ce matin encore, un courrier du préfet leur est parvenu. Aujourd'hui, je constate que la justice a rendu sa décision et que la levée des blocages n'a pas eu lieu. Désormais, il convient de laisser se faire la rentrée scolaire. Il est nécessaire et important que les élèves et les professeurs reprennent le chemin de l'école et du travail. Ce soir, une réunion d'information est prévue sur le piquet de grève avec élèves et parents à propos de la suite des événements. En bref, les prix du carburant à compter du 1er octobre prochain. Et attention, ça pique, plus 9 centimes pour le litre de sans-plomb qui passe donc à 1,40 € le litre. Et puis 7 centimes de plus pour le gazoil à 1,15 €. Hausse importante également pour la bouteille de gaz qui est à 22,68 €, soit une hausse de 1,15 €. Voilà pour cette mauvaise nouvelle pour débuter le mois d'octobre prochain. Place à notre invité ce soir. Nous recevons Amilcar de Vassoigne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif Coup de main Balade Dominique. On va évidemment parler de ces différentes manifestations qui sont organisées pour venir en aide à la Dominique. Mais d'abord, focus sur votre association, sur votre collectif qui est né il y a 2 ans maintenant au passage de la tempête Erika. Oui, tout à fait. Donc, il y a 2 ans, lorsque le lendemain du passage du cyclone Erika, les 5 membres initiaux du collectif se sont réunis et ont souhaité mener une action immédiate. Donc ce qui était intéressant pour nous à ce moment-là, c'est qu'on avait contact avec les membres du gouvernement rapidement pour pouvoir savoir quels besoins la population avait et qui allait réceptionner surtout l'aide qu'on allait connecter. Et puis voilà, nous avons mené une campagne de collecte et nous avons réussi à acheminer 15 tonnes de marchandises en 5 jours à peu près. Alors 2 ans après, vous êtes de nouveau mobilisés malheureusement avec les malheurs de la nature et ce cyclone Maria qui a quasiment détruit toute la Dominique. On va le voir sur les images. Vous êtes partis avec votre équipe très rapidement sur le plan humain et sur les lieux donc, du drame, on le voit ici. Qu'est-ce que vous avez pu faire 4 jours après le passage de l'ouragan Maria ? Alors, notre mission a été d'abord de faire un état des lieux, de comprendre. Contrairement à Erika, nous n'avions aucun moyen de joindre nos contacts à la Dominique puisque toutes les connexions étaient coupées. Et donc, dès le jeudi, nous sommes partis, on a une équipe du collectif qui est partie pour faire déjà un constat. C'était assez traumatisant. La Dominique est vraiment là en situation de guerre. Le Premier ministre de la Dominique a fait une allocution à l'ONU d'ailleurs, où il a parlé de guerre climatique, dont la Dominique serait l'une des premières grosses victimes. Donc, alors, on l'a vu sur les images qui témoignent, donc des images que vous avez vous-même avec les membres de votre association pu filmer sur place. Une fois arrivés et après avoir fait les constatations, quelles ont été justement les décisions à prendre? Est-ce qu'il y avait des zones particulièrement isolées, reculées et où il était difficile d'apporter de l'aide? C'est justement ça qui a motivé le type d'action qu'on propose et pour lequel on fait un appel à la solidarité. C'est que lorsque nous nous sommes rendus jeudi, nous avons fait le sud et Roseau. Donc la plupart des communes du sud de la Dominique sont coupées les unes des autres et sont coupées de la capitale. Et le samedi, nous sommes repartis pour faire les communes du nord, donc du nord-est. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'ensemble de l'aide qui commence à s'acheminer arrive principalement à Roseau. Les routes sont coupées, il y a des difficultés d'approvisionnement et il y a vraiment des communautés qui sont extrêmement lésées et qui n'ont pas accès à l'aide d'urgence qui est apportée. Alors, parmi ces communautés, justement, les peuples autochtones et notamment les peuples Wayana du nord de la Dominique, ces Amérindiens qui font partie des premiers peuples à avoir vécu sur cette île, quelle est la situation là-bas? Alors, nous n'avons pas pu nous y rendre justement à cause de l'état des routes. La situation, on a vu des images aériennes, elle est tout aussi catastrophique que sur le reste de l'île. Nous, à notre niveau, nous sommes concentrés effectivement sur les communautés auxquelles on a pu avoir accès, mais il faut quand même savoir que, concernant la Martinique, il y a la Savane des Esclaves qui organise une collecte spécifiquement pour la communauté
Caraïbes, donc du Nord, et donc vous pouvez faire vos dons jusqu'au 14 octobre. Nous concernant, nous nous sommes vraiment focalisés sur les communautés du Nord, de Wesley, sachant qu'il y a des dispensaires. Il y a un dispensaire là-bas qui dessert plus de 8 communes et qui est vraiment dans un état catastrophique. Donc notre action se dirige essentiellement à un support aux communautés du Nord, communautés rurales, au niveau de la santé, mais aussi au niveau des exploitations agricoles. Alors, vous lancez effectivement un appel, une collecte, et non pas des denrées alimentaires, mais plus des fonds, justement, pour permettre de remettre sur place cet hôpital, ce dispensaire. Tout à fait. Donc, il y a 2 ans, nous avions fait une collecte de denrées d'urgence. Là, il y a beaucoup d'associations, et ça, on peut féliciter la solidarité martiniquaise qui se manifeste à différents endroits. Et on s'est demandé là où on pourrait être le plus pertinent. Donc avec nos contacts au gouvernement, on a effectivement vu que l'aide internationale arrive, l'aide de la Martinique aussi. Par contre, les communautés rurales restant isolées, on a ciblé notre action sur des communautés qui auront beaucoup plus difficilement accès à l'aide. Merci beaucoup. Dernière question, on devait avoir à vos côtés, notamment en représentant de la communauté amérindienne, vous êtes toujours en contact avec eux. Quel est l'état d'esprit? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être un petit peu à part des autres communautés de la Dominique? Alors là, je pense qu'il n'y a pas de sentiment d'être à part des autres communautés. Je pense que là, il y a une situation globale. Comme je vous ai dit, on a l'impression d'assister à un bombardement, une situation de guerre. Tous les Dominicains sont égaux par rapport à ça. Le fait que Roseau soit particulièrement, en tout cas, plus proche des aides internationales, est-ce que cela ne crée pas des conflits avec les autres communautés qui sont éloignées, et notamment ces Amérindiens? Alors, il faut faire confiance à la résilience caribéenne. Les conflits vont toujours surgir de façon individuelle, mais c'est un peuple qui est là en train de s'unir, en train de s'organiser pour pouvoir faire face à une situation inédite. Je pense que nous-mêmes en Martinique, on imagine difficilement ce que ça peut être. Et c'est pour ça que j'appelle justement la population de notre pays à venir soutenir, en plus de ce qu'elle fait déjà pour les aides d'urgence, mais des actions qui s'inscrivent un peu plus dans la durée, comme ce qu'on propose avec la cagnotte sur notre... Alors justement, comment participer? Un numéro, un site internet? Alors, rendez-vous sur le Facebook de Coup de main Bala Dominique, vous avez toutes les informations. Nous avons aussi des comptes Twitter, Instagram. Nous avons vraiment axé notre communication sur les réseaux sociaux pour donner à notre collecte une dimension internationale. Donc j'invite tout le monde à partager les liens vers leurs contacts dans tous les endroits du monde. Aujourd'hui, notre réseau est sur les États-Unis. On a des membres à Miami, au Canada, dans la Caraïbe aussi, à Trinidad, en Jamaïque. Donc on est vraiment répartis sur la Caraïbe et on voudrait vraiment faire de cette collecte un mouvement international citoyen, contrairement au mouvement d'État d'aide à la Dominique. Merci beaucoup Amilcar de Vassogne. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Coup de main Bala Dominique et que vous organisez une collecte de fonds sur Internet pour venir en aide aux sinistrés de la Dominique. Merci à vous. Merci à vous. Direction le François maintenant. La commune accueillait aujourd'hui le pèlerinage de la Saint-Michel, saint patron des parachutistes. Pour les commerçants qui profitent de la forte affluence, c'est une véritable aubaine. 3 offices religieux ont été célébrés par l'évêque de Martinique, Monseigneur Marquer. Le reportage de Sandrine Claude. Le pèlerinage de la Saint-Michel, un temps fort pour la paroisse du François et les parachutistes qui célèbrent leur saint patron. Même si nous représentons Saint-Michel avec un visage d'homme, en général grand et avec une robe bleue et des ailes, Saint-Michel n'est pas un homme, c'est un ange. Les fidèles sont nombreux à assister à l'office religieux. C'est un moment très important. Si comme moi je prends la peine de laisser le Lorrain et de me déplacer, de venir ici, c'est quelque chose qui me rapporte beaucoup de bénéfices. Je venais avant avec maman et papa, là ils ne sont plus là, et je continue à faire ma mission, voilà. C'est une très belle messe. Chaque année je viens pour la fête de Saint-Michel. Et puis c'est tout quoi. J'aime la fête et puis j'aime Saint-Michel et c'est pour ça. Une célébration pleine de sens pour la communauté chrétienne au vu de l'actualité récente. On voit toutes ces violences, on la voit se déchaîner parfois dans les familles, dans les rues, toutes les puissances qui entraînent les hommes au mal. Et donc Saint-Michel est fêté comme celui qui nous protège, qui nous défend, que l'on invoque, parce que dans l'Écriture c'est marqué que c'est celui qui va défendre les fils de Dieu, les enfants aussi de la Vierge Marie. En marge des célébrations religieuses, la Saint-Michel, c'est aussi le traditionnel village de marchands installé aux abords de l'église. Mais côté commerçants comme riverains, cette année, c'est plutôt la déception. C'est pas pareil comme avant, hein? Mais il y avait beaucoup plus d'ambiance, il n'y a plus rien comme avant. Oh
ambiance, pas très comme les années précédentes. Cette année, il y a peu de monde, il n'y a personne. Parce qu'auparavant, quand les gens descendaient, c'était l'un après l'autre. C'était comme si c'était un bouchon. Mais maintenant, c'est comme si c'est goutte à goutte. Cette journée précède un long week-end d'animation dans la commune. Les festivités auront lieu jusqu'au 10 octobre prochain. Restez avec nous à suivre la suite de votre journal. Nous irons en Guadeloupe, l'île Sœur, toujours très impactée par le passage de l'ouragan Maria. La route de Riversens est toujours coupée, vous allez le voir. Nous ferons le point sur le programme du week-end sportif avec l'agenda de Caril Chassol. Et puis votre JT des communes du sport, justement, avec la jeune garde du tennis martiniquais à découvrir dans un instant. Mais d'abord, ces images. Il s'agit d'un défi sportif réalisé dans le cadre de la Journée nationale des aveugles. Ça sera le 4 octobre prochain. Morne Rouge, Basse-Pointe en vélo tandem, c'est à l'initiative de l'association Agir, parrainé par le champion cycliste Hervé Arcade. On écoute ses réactions recueillies par Loïc Régis. Nous faisons un bel travail et puis nous ici avant... Avant 11h30, ouais. Alors justement, vous êtes arrivé longtemps avant. Qui m'a dit que là c'est facile, vous êtes trop fort les vélos. Exactement, vous avez ça dit. Ça c'est 24 heures au moins pour nous prendre à présent. À présent, nous mettons nous pour nous faire course de tout partout. Parce qu'à présent, il y a des gens qui descendent n'importe où et matin, et puis en frère, on a créé monsieur Arcade. Eh bien, savent qui peut descendre. Eh bien, nous descendons, nous la descendons et puis la est belle. Ah ouais, c'était la joie et la gaieté. Dès qu'il propose un défi, je réponds tac au tac parce que j'estime que ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'humilité et puis d'être aussi un peu porteur par rapport à l'aspect médiatique et surtout de prendre conscience à certains que ça peut nous arriver, même à nos proches et même à nous du jour au lendemain. L'année dernière, on est parti de Lorrain pour la Trinité, il n'y a que des bosses. Là, à partir du Morne Rouge, c'était un peu pente douce et la seule grosse difficulté, on va dire que c'était la descente. Donc sachant pour moi, c'est un plaisir. Et je pense que Félix, il a apprécié faire un petit peu plus de vitesse et avoir plus de vent dans les oreilles. En Guadeloupe, je vous le disais, une partie de la route de Riversens est toujours impraticable, abîmée par le passage de l'ouragan Maria. Plusieurs jours de travaux seront nécessaires pour ouvrir la circulation. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. 3 semaines, c'est le temps nécessaire pour remettre la route de Riversens en état après le passage de Maria. L'ouragan a drainé beaucoup de sable et les pierres rejetées par la mer ont endommagé la chaussée. Toute une logistique est mise en place par les agents de la société Sogetra, en collaboration avec Route de Guadeloupe. Nous, on a commencé vendredi, on a commencé à déblayer la voie. Après, on va mettre, à partir de demain, on va mettre l'équipe de rabotage en place. Ça va raboter. Et après, on va dire 4 km, on va mettre l'équipe des enrobés derrière. C'est-à-dire, il y aura le déblayage en avant, le rabotage ensuite. Les 3 équipes, on va essayer de travailler en amont, quoi. Divers facteurs rendent la tâche un peu compliquée. Déjà, on n'a pas en gros d'endroit pour pouvoir déverser tout ce qu'on récupère sur la voie. Et espérons aussi qu'il ne pleuve pas, parce qu'on a en alerte jaune. Et après, on verra. Si ça se passe bien, il y a du soleil, il y a du beau temps, on ira. On va envoyer. Route empruntée aussi par les marcheurs, choqués mais pas surpris par de tels dégâts. C'est choquant, effectivement, mais je dis pour les gens qui pratiquent la route pour aller travailler, effectivement, c'est choquant. Bon, moi, vous savez, c'est pas la première fois que je vois que cette route soit débotée. Effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a de fortes roules. Donc, je suis un peu habitué avec ça. Mais c'est pour vous dire, parce qu'avant, la mer arrivait là, hein, on a comblé pour faire la route. Donc forcément, la nature reprend ses droits. Les équipes sur le terrain travaillent d'arrache-pied pour tenir les délais afin que les habitants de Vieux-Fort ne soient plus enclavés. En Guyane, les travaux du pont de Madame de Maintenon, mythique ouvrage de la commune de Sinnamary, la collectivité territoriale de Guyane, a confirmé ce matin sa participation financière aux réparations du pont qui est fermé depuis plusieurs années. On fait le point avec Stéphane Govindin. Le pont de Madame de Maintenon a été construit dans les années 50. Depuis la construction du nouveau pont qui ne passe pas par le bourg de Sinnamary, les habitants espéraient qu'il soit enfin remis en état. Le pont est dans la commune, mais le pont, c'est une route nationale. Donc c'est un outil de l'État.
Donc aujourd'hui, la CTG a pris quand même l'initiative d'accompagner l'État dans la remise aux normes. Je suis très heureux de dire que je suis très content que le pont va être refait. Cet ouvrage un peu original a changé la vie des Sinamariens de l'époque et aujourd'hui, la CTG et l'ADEAL ont décidé de le réhabiliter. Il s'agit d'un montant global de travaux de 3 millions d'euros pour pouvoir réhabiliter ce pont dont la structure est vraiment fortement abîmée, corrodée. On voit bien qu'il y a des trous dans la structure, dans les poutres. Et donc là, il y aura des travaux donc de sauvegarde, on va dire, du patrimoine. Et après, au-delà de peinture, de mise en valeur de ce pont. Et donc globalement, c'est 8 mois de travaux. Donc d'ici la fin de l'année 2018, on devrait avoir un pont de Madame de Maintenon réouvert à la circulation des véhicules, mais également des piétons. Et surtout un pont qui soit, on va dire, bien réhabilité avec le patrimoine auquel les Sinamariens tiennent beaucoup, qui soit vraiment à la hauteur de l'image de la commune. Les travaux du pont de Madame de Maintenon devraient s'achever en septembre 2018. D'ici là, il va falloir être patient. La Martinique représentée au Rho d'Azur, c'est un grand événement du VTT. 17 membres du Madinina Bikeuse partiront ce soir direction Nice pour représenter nos couleurs à ce grand rassemblement. On écoute la trésorière du club au micro de José Lechartier. Pour cette année, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Là, c'est la section loisirs qui part. Donc la section loisirs, c'est une section qui fait de la randonnée, qui se fait plaisir. Donc c'est cette section qui est partie. Après, c'est déjà arrivé dans les années précédentes qu'on ait des ambitions et on a même déjà gagné le Binrock avec Marc Flavien. Et il y a quelques minimes qui ont déjà gagné des courses ou fait des bons classements pendant cette manifestation. Cette année, nous avons Emmanuel Oukou, minime, qui a la prétention de faire un podium ou voire plus. Et il a déjà participé, il a déjà fait des podiums il y a quelques années. C'est une manifestation qui se passe à Fréjus, à Nice, où il y a plusieurs randonnées, même des courses. Et il y a 27 hectares de forêt qui seront balisés. Il y a 20 000 participants, 160 exposants, 200 000 visiteurs. Enfin, c'est la plus grosse manifestation de VTT au monde. Quels seront les temps forts sportifs de votre week-end? Dès ce soir se joue la 4e journée du championnat de Régional 1 en football. On attend aussi du basket et du handball. L'agenda sport signé Karel Chassol, c'est tout de suite. Handball féminin, la première journée du championnat de pré-national, débutée mercredi par la victoire de l'Aiglon, se poursuit demain. 4 matchs au menu, 2 à 19h et 2 à 20h. Chez les hommes, cette première journée débute ce soir 20h par le match Éveil de Carabin TS Franciscain au hall du Lorrain. Toujours ce soir, mais à 21h30, l'ASC Dillon Doubout sera face à l'Étoile de Rondeau au gymnase de Corridon. Suite de cette première journée demain avec 3 rencontres à 20h, 20h30 et 21h30. En basket féminin, début ce soir 20h des quarts de finale de la Coupe de France par le match Aigle Noir Black Star au hall du Gros Morne. 2 rencontres se dérouleront demain à 18 et 20h. Chez les hommes également, ces quarts de finale débutent ce soir. Tout d'abord à 20h, l'Aiglon se déplace au Carbet pour y affronter le CSC. Et à 20h30, le choc de ces quarts de finale opposera au hall Péliard-Donatien Lussac à la Gauloise. Les 2 autres matchs de ce tour de coupe auront lieu demain, 20h. En football, la 4e journée du championnat de Régional 1 débute ce soir 20h par 3 matchs. New Star Émulation à Ducos, RC Saint-Joseph Essor à Saint-Joseph et Club Colonial Samaritaine à Pierre-à-Liquère. Suite de cette journée demain 15h30 avec 2 rencontres dont le choc Club franciscain Golden Lion. Fin de cette 4e journée de R1 à 19h avec 2 matchs. Les filles, elles, disputent la première journée de leur championnat. 3 matchs sont prévus demain 15h30 et 2 dimanches à la même heure. En volleyball masculin, après 2 défaites, notre sélection a battu Saint-Vincent 3-7-0 à Colorado Springs aux États-Unis, un adversaire que les hommes d'Erial retrouvent en ce moment même. Autre temps fort de ce week-end, en jet ski, la 3e manche du championnat de la Martinique. Elle se déroulera dimanche à partir de 11h sur le plan d'eau de la plage des Résignés à Trinité. Sport en bref pour conclure, notez qu'il y aura du tennis de table, du tir et du tennis, tout cela demain. Voilà pour l'agenda, rendez-vous demain et dimanche dans votre journal pour faire le point sur toute cette actualité sportive. Place à votre JT des communes.
Et d'abord, cette information pratique, si vous habitez les quartiers qui vont suivre, vous l'avez certainement remarqué, coupure d'eau depuis 14 h cet après-midi au quartier Redoute, Ravine-Vilaine, Langier, Bellevue, Corridon, Religieuse et Sainte-Thérèse, donc à Fort-de-France. Une coupure due à une panne, une casse sur le réseau. Et donc cette coupure va durer jusqu'à 22 h. Patience. Demain, les cours de tennis de Martinique ouvriront leurs portes au public. Démocratiser la pratique de ce sport, c'est l'objectif de la Ligue. Dans votre JT des communes, ce soir, rencontre avec la jeune pousse du tennis martiniquais au Lamentin. Le reportage d'Hubert Bornil et d'Anaïs Gall. Juste derrière moi, je vous présente Loïc en pleine œuvre. C'est peut-être le futur Gaël Monfils. Allez, histoire de vous dire que ce sport peut être ouvert à tous les enfants. Il faut simplement vouloir en faire. Adrien a tout juste 4 ans, il touche ses premières balles. Il a souhaité suivre ses frères dans l'aventure et ça semble bien lui plaire. Là, on fait son cours d'essai, je vois qu'il y a une bonne pédagogie pour les tout-petits. Donc il a l'air de bien accrocher. Je pense que ça lui a plu. Après, on verra, je lui demanderai. J'espère qu'il va continuer puisque c'est une affaire de famille, hein, tout le monde s'y est mis. Comme Adrien, d'autres ont commencé très jeunes et chacun trouve ici ou dans son club le tennis à sa mesure. Tennis découverte, tennis forme ou encore tennis de compétition. C'est un sport qui m'a tout de suite plu, la compétition et je m'amuse beaucoup, donc c'est le plus important. J'aime bien m'entraîner, j'aime bien aussi jouer avec la raquette. Le tennis n'est pas un sport d'élite. C'est cette image de sport riche que la Ligue tente d'enrayer à travers cette journée porte ouverte de samedi. C'est vrai que ça a toujours été un petit peu un sport entre guillemets pour l'élite, pour la bourgeoisie, mais on essaie de mettre en place une ouverture d'esprit. Par exemple à la journée tennis ensemble qu'on organise ce samedi. Donc on invite tous les Martiniquais, pas que du Lamentin, mais de toute la Martinique, à venir dans les différents clubs. Parce que la Ligue de tennis organise cette journée et les clubs mettent en place des différents ateliers. J'emmène la raquette. Voilà, on l'a bien compris, c'est une affaire qui fonctionne. Samedi, on sera tous là dès 15 h l'après-midi pour voir comment tous ces jeunes s'amusent et puis savoir que ce sport, décidément, il est ouvert à tous. Voilà, et on a très hâte de rencontrer Hubert Bornil sur un cours de tennis. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout de suite.